Moi, c'est Michael. Je suis Chief Revenue Officer chez Mindy depuis maintenant 3 ans et utilisateur de Lemlist depuis 2 ans maintenant. Alors, Mindy, c'est une société aujourd'hui de 50 personnes basée en France qui vend dans le monde entier. C'est un SaaS qui permet aux sociétés d'optimiser leur gestion documentaire. On cible aujourd'hui plutôt des boîtes mid-market, donc entre 100 et 10 000 salariés. Dans l'équipe aujourd'hui, j'ai 3 piliers, la partie sales, la partie marketing et la partie customer care. Dans la partie marketing, on a du content, de la brand et du gross marketing. Et puis côté sales, c'est une structure assez classique avec des AE qui sont full stack, des solution engineers qui s'occupent du pré-sales et puis du post-sales aussi. Et puis ensuite dans la partie care avec les CSM et les account managers. Les objectifs business, 3 gros piliers pour nous cette année et puis certainement sur l'année prochaine aussi. Le premier, la croissance des revenus avec un objectif de continuer à percer le marché dans lequel on est du SaaS B2B sur la gestion des documents. Un gros axe sur la rétention client qui est toujours un objectif hyper important. Et puis côté market, on a plutôt un objectif de brand, renforcer notre marque. Sur ces objectifs, on suit une suite de chiffres et de KPI, mais les 3 plus importants, je dirais aujourd'hui dans l'équipe, la croissance, l'ARR, New Business signé. Côté client, on mesure plutôt la partie NRR. Sur la marque, on va regarder notre impact SEO, l'impact des visites sur le site. On fait pas trop de social media encore, c'est quelque chose qu'on devrait creuser, qu'on devrait un peu plus pousser. Cette année, on avait 3 grandes missions. La première, c'est la scalabilité de la prospection côté sales. On a toujours ces enjeux de où est-ce qu'on peut aller dans l'automation, garder une personnalisation qui a du sens. C'est toujours l'enjeu dans la prospection, c'est est-ce que je fais du volume, est-ce que je fais de la qualité, où est-ce que se trouve l'équilibre entre les deux. La deuxième partie, je dirais que c'est justement la personnalisation, comment on arrive à l'échelle aussi personnaliser nos messages, et pas personnaliser, j'entends pas rajouter un prénom ou un peu de contexte comme une IA basique faire aujourd'hui, mais plutôt comment on adresse les bons use cases à nos clients, comment on amène les bonnes informations, les bons cas d'usage chez eux. Et puis la dernière chose qui est un peu plus spécifique à notre business, c'est un défi sur l'organisation de notre structure de vente qui est assez complexe chez Mindy. Donc on a eu tout un défi cette année de renforcer notre approche de vente consultative en démarrant par la prospection, pour essayer de améliorer notre structure de vente et aborder cette phase complexe du cycle de vente. On a pas mal travaillé sur nos méthodologies, on a renforcé l'utilisation du MEDDIC chez nous, de ce framework, en focusant vraiment sur l'aspect consultatif de la vente, la compréhension des enjeux et des pains de nos prospects. On a souvent l'impression de comprendre très vite le pain chez un prospect. Le sujet est moins dans la compréhension que dans l'implication de ce pain tout au long du processus de vente pour essayer de réduire au maximum le nombre de touchpoints et par contre agrandir au maximum le nombre de stakeholders à qui on parle. Il y a un petit changement de paradigme depuis quelques années avec pas mal d'inclusion de CFO dans les deals. Maintenant, en vente complexe, il faut aussi arriver à convaincre qui ont des pains différents du business, qui vont avoir des pains différents de la partie tech ou dev. Donc c'est arriver à regrouper tous ces éléments, former les équipes à amener ces éléments concrètement dans les mains de nos champions, de nos clients pour arriver à convaincre un maximum de stakeholders que notre solution est la bonne pour ce client. L'impact de la prospection dans la vente complexe, il est fort. On a typiquement changé, nous, certaines approches. Aujourd'hui, je parlais du paradigme qui change et des CFO qui rentrent un peu plus dans la loupe. On s'est mis à prospecter des CFO qui sont un très bon point d'entrée pour nous avec des valeurs spécifiques, alors que le CFO est jamais quelqu'un qui va prendre une décision ferme, nous, sur une décision qui est très technique, qui est plutôt adressée aux développeurs. Donc la prospection nous aide justement à tout de suite engager avec ces bons stakeholders en amont et même transformer ces stakeholders-là en presque champions en interne parce qu'on a réussi à toucher leurs pains spécifiques. Donc oui, la prospection y contribue. Et je pense qu'elle y contribue en bien quand elle est bien faite, mais elle peut aussi complètement miner un MEDDIC si elle est mal faite, parce qu'on peut aussi tout de suite se mettre à dos des stakeholders en les ayant mal prospectés ou en ayant trop engagé les gens, etc. Pour adresser ces défis, avoir une approche complexe tout au long du funnel et notamment sur la partie prospection, on a cherché il y a 2 ans une nouvelle solution. On était utilisateur de SalesLoft et on s'est rendu compte dans l'outil qu'on avait du mal à avoir les résultats qu'on cherchait à avoir. On n'avait pas la flexibilité dont on avait besoin pour automatiser au maximum cette approche. Et surtout, on avait des chiffres et des KPI qui étaient en baisse. Je pense que ça s'est joué en termes de timing avec des gros changements côté Gmail, côté Microsoft aussi dans la gestion des emails de prospection, dans la gestion des emails entrants. À une période aussi où les gens recevaient de plus en plus d'emails de moins en moins intéressants avec une explosion des mailbox et à l'époque on voyait nos taux d'ouverture, nos taux de réponse qui s'effondraient et donc on s'est mis en recherche d'un outil qui pouvait remplir sa mission qui était de nous mettre dans des discussions en face de gens pertinents. Dans cette recherche, on s'est fixé principalement 3 critères de décision. Le premier qui était le plus important, c'était la performance, la capacité à améliorer ces chiffres-là, parce qu'on était persuadé que ça venait aussi de l'outil et pas uniquement d'un changement de paradigme dans les boîtes mail. Le deuxième, c'était, et celui-là était très important pour moi, c'était la prise en main par les équipes, parce qu'on a beau pouvoir trouver des outils qui sont hyper puissants, si les équipes prennent pas ça en main, si les équipes n'ont pas envie de mettre les mains dedans, ça marche pas. Donc l'UX était très importante pour nous aussi pour ça. Et donc le troisième critère, c'était la
capacité à automatiser au maximum et à limiter au maximum les interactions des équipes low value dans l'outil. Donc c'est là-dessus qu'on est tombé sur Lemlist. Alors l'histoire est assez intéressante parce que j'avais lancé un bench et j'avoue qu'au départ Lemlist était hors scope. J'ai un account exécutif qui lui avait entendu parler de l'outil et a monté un POC à tester lui-même, a amené les chiffres et quand on a eu les premiers résultats, on a lancé ça sur une phase un peu plus at scale avec un peu plus de volume, etc. en test et on s'est rendu compte qu'on avait des résultats qui étaient absolument incomparables avec notre solution actuelle. Donc le choix s'est un peu imposé à nous versus la solution actuelle mais aussi versus d'autres solutions qu'on a benchmarkées et qui correspondaient pas à ces trois critères. Et là-dessus, Lemlist a vraiment coché très très fort les trois cases sur la performance no-brainer. Dans l'adoption des équipes, ça a été, je pense, le plus gros critère. Les autres outils qu'on avait testés généraient pas forcément de satisfaction côté utilisateur. Et sur la dernière partie, je pense qu'on a supprimé toutes les tâches low value aujourd'hui qu'on a dans la prospection grâce à l'outil, donc job done. En plus de ces trois critères et de ce premier bench qui a été successful, une fois qu'on a lancé, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'on a pu éliminer d'autres outils, parce que Lemlist étant très complet, on a pu supprimer pas mal d'outils de la stack, ce qui nous a permis de faire quasiment 70% d'économie sur les coûts de la stack sales. Quand je parle de ça, je pense à des outils de lead gen, à des outils de warming d'email, où Lemlist a tout regroupé et nous permet justement de rationaliser cette partie coût. Donc pour le coup, là, c'était mon CFO qui était aussi très satisfait de Lemlist. Et surtout, parce que c'est pas uniquement un rapport au coût, on a doublé nos taux d'ouverture, on a doublé nos taux de réponse dans les équipes, tout en supprimant beaucoup de temps passé par les équipes dans l'outil, puisque les tâches étant toutes automatisées, en tout cas pour la plus grande partie, on a fait gagner énormément de temps à nos AE, et d'autant plus qu'on n'a pas une équipe qui est structurée BDR, AE, etc. Donc je peux avoir des AE qui font de la prospection presque sans s'en rendre compte, parce qu'ils passent leur temps uniquement sur des tâches qui ont de la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire à répondre à des emails ou à discuter avec des clients, et non plus à faire de la recherche de leads, de la qualification manuelle, de l'ajouter dans des cadences, d'appuyer sur des boutons pour envoyer les cadences, etc. Donc j'ai des AE aujourd'hui qui sont vraiment focus sur là où j'ai envie qu'ils soient focus, qui est j'apporte de la valeur et j'ai des discussions avec mes clients. Aujourd'hui, on a deux types d'usages pour Lemlist. On a un truc assez classique, le cold outreach, la prospection, où là, on est structuré avec le marketing qui prépare les leads, etc. et qui déclenche les automations. Et puis, une partie un peu moins classique, qui est inbound-based, où les sales, eux, peuvent déclencher des cadences sur leur MQL, sur les leads un peu chauds, sur lesquels ils ont envie d'engager une discussion et de prendre un contact un peu plus fort que simplement une campagne nurturing qui tournerait côté Mindy. Je pense que l'approche qu'on a eue et qui a participé au succès de l'implémentation, c'est d'avoir impliqué très vite les équipes marketing dans l'outil, d'avoir repensé aussi la façon dont on pratiquait notre prospection. On a longtemps eu, comme beaucoup de boîtes, la prospection qui était vraiment dans les mains des sales, la prospection outbound, etc. Et on a pas mal réfléchi notre façon d'aborder le sujet en interne une fois qu'on a eu l'outil dans les mains, parce qu'il nous permettait, via les automations, de repenser les méthodes de lead attribution, de repenser la création des campagnes, de redonner un peu de pouvoir aussi aux équipes marketing, d'automatiser tout ça et encore une fois d'avoir des sales qui se concentrent plutôt sur la valeur qu'ils apportent dans les discussions avec les clients plutôt que de chercher à personnaliser des emails qui a un impact très très faible quand c'est un sales qui le fait pas à scale, etc. Donc je pense que ça a beaucoup participé à notre succès dans l'implémentation et de repenser la façon dont on abordait la prospection en tant qu'équipe et non plus en tant que sous-équipe sales qui est responsable elle-même de sa prospection. Aujourd'hui, pour les équipes revenus qui cherchent à améliorer la productivité des équipes, rationaliser les coûts et de la performance, je recommande Lemlist à 100%.